Nous nous débarrassons des personnes inutiles dans la famille. Tu es le premier, a dit mon frère pendant que mes parents riaient. La seule chose utile chez toi, c'est ton argent. Alors j'ai dit, parfait. Alors commencez à faire vos affaires car c'est ma maison. Je m'appelle Adrian Castillo. J'ai 31 ans. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise de construction. Et c'est l'histoire de comment j'ai appris que les pires parasites peuvent être de votre propre sang. J'ai acheté ma maison quand j'avais 28 ans. Ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était une belle propriété de 2 étages avec 4 chambres, 3 salles de bain, un grand jardin et une piscine. Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Je gagne 8500 $ par mois, un excellent salaire pour quelqu'un de mon âge, mais un que j'ai gagné avec du sang, de la sueur et des nuits blanches à finir des projets. La maison était ma fierté, ma réussite, la preuve physique que tout mon sacrifice en avait valu la peine. J'ai passé 3 mois à la décorer exactement comme je le voulais. La chambre principale était spacieuse avec une salle de bain privée, un dressing et un balcon donnant sur le jardin. C'était mon sanctuaire personnel. J'ai laissé les 3 autres chambres comme chambres d'amis, pensant que je finirais par fonder une famille et les remplir d'enfants. Pour l'instant, c'était juste moi profitant de mon espace, de ma liberté, de mon succès jusqu'à ce que mes parents se présentent à ma porte. Mon père, Hector, avait 58 ans et avait été mécanicien toute sa vie. Ma mère, Alicia, 56 ans, avait travaillé comme couturière. Tous deux avaient pris leur retraite anticipée à 55 ans, citant des problèmes de santé qui n'ont jamais été très spécifiques ni confirmés par des médecins. Mon jeune frère, Bruno, avait 26 ans et n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Il avait toujours des excuses. Le patron était injuste. Les collègues étaient envieux. Le travail était en dessous de son potentiel. La réalité était que Bruno était un fainéant qui vivait avec mes parents sans contribuer la moindre chose. Un samedi après-midi, ils sont arrivés tous les 3 chez moi à l'improviste. « Audréan, nous devons parler », a dit mon père sérieusement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en les faisant entrer dans le salon. « Il augmente notre loyer », a expliqué ma mère. « 2000 à 1600 $. Nous ne pouvons pas nous le permettre avec nos pensions. C'est trop. » Et Bruno, ai-je demandé en regardant mon frère, qui était affalé sur mon canapé, fixant son téléphone. Ne peut-il pas trouver un travail et aider? Je cherche, marmonna Bruno sans lever les yeux. Mais il n'y a rien de bon de disponible. Bruno attend la bonne opportunité, l'a défendu ma mère. Il ne peut pas prendre n'importe quel travail médiocre. Alors, qu'allez-vous faire, ai-je demandé. Mon père et ma mère ont échangé un regard. Nous pensions, eh bien, tu as cette immense maison, 4 chambres. Tu vis seul. Peut-être, juste peut-être, nous pourrions rester ici temporairement pendant que nous trouvons quelque chose de moins cher. J'aurais dû dire non. Toutes les alarmes dans ma tête me hurlaient de dire non, mais c'était ma famille. Et le conditionnement selon lequel la famille et de la famille était trop profondément ancré. D'accord, ai-je dit finalement, mais c'est temporaire. 6 mois, maximum, pendant que vous cherchez un autre endroit. Bien sûr, a promis mon père. Seulement 6 mois. Ils ont emménagé une semaine plus tard. Je leur ai donné 2 des chambres d'amis, une pour mes parents, une autre pour Bruno. J'ai laissé la 4e chambre comme bureau de secours. Cette maison est incroyable, a dit Bruno en regardant la piscine. Audréan, tu as tellement de chance d'avoir tout ça. Ce n'est pas de la chance, l'ai-je corrigé. C'est du travail acharné. J'ai établi quelques règles de base. Nettoyer après avoir utilisé la cuisine. Respecter les espaces privés. Contribuer aux tâches ménagères. Ils ont tous hoché la tête en signe d'accord. Les 2 premières semaines ont été tolérables. Puis les problèmes ont commencé. Je partais travailler à 7 heures du matin et je rentrais à 7 heures du soir, parfois plus tard. Je travaillais dur, gérais des projets de plusieurs millions de dollars, traitais avec des entrepreneurs difficiles et résolvais constamment des problèmes. Pendant ce temps, chez moi, ma famille vivait comme si elle était dans un complexe de vacances. Je rentrais à la maison pour les trouver au bord de la piscine, prenant un bain de soleil, nageant, riant. La cuisine était un désastre avec des assiettes sales empilées. Le salon était jonché de sacs de malbouffe. Pourriez-vous s'il vous plaît nettoyer après avoir mangé, ai-je demandé après la 2e semaine de cela. Nous nous détendons, a dit Bruno.
Tu peux le faire plus tard. De toute façon, tu ne rentres pas tôt du travail. Je rentre à 19 h, ai-je dit, ce n'est pas tôt par rapport aux gens qui travaillent jusqu'à minuit. Si, a dit mon père. N'exagère pas, Audréan. J'ai commencé à réaliser que je ne les voyais jamais nettoyer. Ils ne cuisinaient jamais. Ils commandaient à emporter avec ma carte de crédit, qu'ils avaient empruntée sans permission. Ils ne faisaient jamais leur lessive. Ils utilisaient ma machine à laver et mon sèche-linge, mais laissaient les vêtements mouillés dedans pendant des jours. Et ils dépensaient. Mon Dieu, comme ils dépensaient. Ma facture d'électricité, qui était normalement de 180 $, est montée en flèche à 420 $. La pompe de la piscine fonctionnait toute la journée. La climatisation était constamment réglée sur 18 degrés Celsius, 64 degrés Fahrenheit. Toutes les lumières étaient allumées. La facture d'eau est passée de 90 à 210 $. Longue douche, la piscine remplie chaque semaine, le jardin arrosé excessivement. La nourriture. Je dépensais habituellement 400 $ par mois en courses. Maintenant, je dépensais 1100 $. Et cela sans compter les innombrables fois où ils ont utilisé ma carte pour commander en livraison. Pourriez-vous contribuer à certaines des dépenses, ai-je demandé après le premier mois. Les factures ont triplé. Nous n'avons pas d'argent supplémentaire, a dit mon père. Notre pension couvre à peine le nécessaire. Bruno, ai-je demandé, as-tu cherché du travail? J'attends des réponses à certaines candidatures, a-t-il dit vaguement sans quitter des yeux la télévision où il jouait aux jeux vidéo. Et le pire, les commentaires ont commencé. Audréan travaille toujours, a dit ma mère un soir au dîner. Il n'est jamais à la maison, ne profite jamais de la vie. À quoi bon avoir de l'argent si on n'a jamais le temps de le dépenser? Exactement, a acquiescé mon père. Nous savons comment vivre. Regarde-nous profiter de chaque jour, détendu, heureux. C'est ça la vraie vie, pas s'enfermer dans un bureau comme un esclave d'entreprise. Je travaille pour payer cette maison, ai-je dit sur la défensive. Pour payer les factures, pour vous soutenir tous, aussi, apparemment. Oh, toujours si dramatique, a dit Bruno avec un ricanement. Comme si entretenir une maison était la fin du monde. Détends-toi, frérot. Profite un peu de la vie comme nous. Vous pouvez profiter de la vie parce que je paie pour tout, ai-je fait remarquer, sentant ma frustration monter. Tu es si plein de ressentiment, a dit ma mère en secouant la tête. Tu as toujours été si amer. C'est pour ça que tu n'as pas de petit ami, tu sais. Personne ne veut être avec quelqu'un d'aussi obsédé par le travail et l'argent. Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre car ils avaient raison sur une chose. Je n'avais pas de vie sociale. Tout mon temps était consacré à travailler et maintenant à soutenir 3 adultes parfaitement capables qui refusaient de faire quoi que ce soit de productif. Les 6 mois temporaires sont passés, se transformant en 8 mois, puis 10, puis 1 an. Quand allez-vous chercher votre propre logement, ai-je demandé au 11e mois. Pourquoi, a demandé mon père. Nous sommes à l'aise ici. Tu as beaucoup de place. Quel est le problème? Le problème, c'est que c'était censé être temporaire, ai-je dit. La famille est de la famille, Audréan, a dit ma mère. Tu ne devrais pas compter depuis combien de temps nous sommes ici. C'est moche. Je me sentais piégé, coupable de vouloir récupérer mon espace, plein de ressentiment d'être le seul à travailler pendant qu'ils vivaient comme des rois à mes frais. Mais le pire était encore à venir. C'était un vendredi après une semaine particulièrement brutale au travail. J'avais dormi en moyenne 4 heures par nuit, gérant une crise après l'autre sur un projet majeur. J'étais épuisé physiquement et mentalement vidé. Je suis rentré à 21 h, plus tard que d'habitude. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et m'effondrer dans mon lit. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre principale, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Ma chambre était complètement différente. Mes meubles avaient été remplacés par les meubles de mes parents. Mon lit avait été échangé contre leur lit king size. Mes vêtements n'étaient plus dans le dressing. C'est quoi ce bordel, ai-je marmonné, complètement confus. Je suis sorti dans le couloir et je suis allé dans l'une des chambres d'amis, celle qui avait été celle de mes parents. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé toutes mes affaires emballées dans des cartons. Mes vêtements, mes livres, mes objets personnels, tout jeté négligemment dans une quinzaine de boîtes. Je suis descendu, mon épuisement remplacé par l'adrénaline et la rage.
J'ai trouvé mes parents dans le salon en train de regarder la télévision comme si de rien n'était. Qu'avez-vous fait à ma chambre, ai-je demandé, la voix tendue. Oh, ça, a dit mon père sans se retourner. Nous avons décidé que nous avions besoin de la chambre principale. Elle est plus grande, a une meilleure salle de bain, et nous sommes deux. C'est plus logique que nous l'ayons. Quoi, ai-je dit, sûr d'avoir mal entendu. Vous avez déplacé toutes mes affaires sans me le demander. Audréan, ne sois pas enfantin, a dit ma mère. Ce n'est qu'une chambre. C'est ma chambre dans ma maison, ai-je explosé. Vous ne pouvez pas simplement prendre mes affaires et les déplacer sans ma permission. Mon Dieu, si dramatique, a dit Bruno en descendant les escaliers. Il avait apparemment entendu les cris. Frérot, c'est juste une chambre. Calme-toi. Ce n'est pas juste une chambre, ai-je dit, sentant la rage bouillonner. C'est ma chambre dans ma maison que j'ai achetée. Techniquement, a dit Bruno avec un sourire suffisant. Mais la famille partage, n'est-ce pas? Et franchement, frère, nous avons parlé. Nous sommes arrivés à une conclusion. Quelque chose dans son ton m'a mis en état d'alerte. Quelle conclusion? Bruno a regardé nos parents qui ont hoché la tête. Puis il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme du pur mépris. Nous nous débarrassons des personnes inutiles dans la famille, a-t-il dit lentement, savourant chaque mot. Et tu es le premier. Le silence qui a suivi a été absolu. Je suis resté là, paralysé, en train de traiter ce que je venais d'entendre. Quoi, ai-je finalement réussi à dire? Tu m'as entendu, a poursuivi Bruno, visiblement ravi. Nous avons décidé que tu n'apportes rien de réelle valeur à cette famille. Tout ce que tu fais, c'est travailler, travailler, travailler. Tu n'es jamais présent. Tu ne passes jamais de temps avec nous. Tu es ennuyeux, obsédé par le travail, sans vie sociale ni amis. La seule chose utile chez toi, c'est ton argent, a ajouté mon père avec un rire cruel. Mes parents ont ri. Ils ont réellement ri comme si c'était une blague hilarante. Exactement, a acquiescé ma mère en souriant. Tu apportes de l'argent, ce qui est utile. Nous n'allons pas mentir. Mais en tant que personne, en tant que fils, en tant que frère, tu es fondamentalement inutile. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre des factures, du ménage, du travail. C'est épuisant d'être près de toi. Alors, nous avons décidé qu'il était temps pour toi de partir, a dit Bruno en croisant les bras. Nous avons déjà fait tes cartons. Tu peux les prendre aujourd'hui. Trouve un appartement ou quelque chose. Nous resterons ici, où est notre place? Je les ai juste regardés, incapables de traiter pleinement ce que j'entendais. Ma propre famille, mon propre sang, me mettait à la porte de ma propre maison, et ils riaient. Quelque chose en moi a craqué. Pas de tristesse, mais avec une clarté absolue. Toute la rage, le ressentiment, la frustration des derniers mois se sont cristallisés en un moment de calme parfait. Parfait, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Parfait, a répété Bruno, s'attendant clairement à plus de résistance. Oui, parfait, ai-je dit en les regardant droit dans les yeux. Tout d'abord, commencez à rassembler et à emballer vos affaires car c'est ma maison. Elle est à mon nom. Je paie l'hypothèque. Je paie toutes les factures. Et vous n'êtes rien de plus que des locataires que je viens de décider d'expulser. Le sourire de Bruno a disparu. Mes parents sont devenus pâles. Deuxièmement, ai-je continué en sortant mon téléphone. Je coupe toute la location mensuelle que je vous transférais bêtement. C'est fini et je gèle tous les paiements automatiques que j'avais mis en place pour vous. Audréan, a commencé mon père en se levant. Je n'ai pas fini, ai-je dit d'une voix d'acier. Troisièmement, vous avez exactement 1 heure pour emballer vos affaires essentielles et sortir de ma maison. Vous pourrez revenir pour le reste demain sous surveillance policière, mais ce soir vous partez tous les 3. Tu ne peux pas faire ça, a crié ma mère. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Cette maison nous appartient en paiement pour tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai ri. Un rire amer et sans joie. Paiement pour m'avoir élevé. C'est ce que vous pensez. Que je vous dois cette maison pour avoir fait le travail de base de parent que vous avez choisi d'être quand vous avez décidé de m'avoir. Ingrat, a craché mon père, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Je vous ai donné 48 000 $ l'année dernière, ai-je dit, ma voix montant. Plus 13 000 autres en nourriture, services publics et toutes les dépenses qui ont triplé depuis votre arrivée.
Cela fait 61 000 $ en un an pour 3 adultes parfaitement capables qui ont choisi de ne pas travailler et de vivre comme des parasites grâce à mes efforts. Nous ne sommes pas des parasites, a crié Bruno. Cette situation profite à tout le monde. Tout le monde, ai-je rugi. Comment cela me profite-t-il d'avoir 300 survivants dans ma maison, dépensant mon argent, manquant de respect à mon espace et essayant maintenant de me voler ma propre maison? Dites-moi en quoi cela me profite. C'était juste une blague, a dit ma mère rapidement, voyant que les choses avaient dérapé, son ton passant à la supplication. La partie sur le fait de te mettre à la porte n'était qu'une blague. Nous ne le pensions pas une blague, ai-je répété. Faire tous mes cartons sans permission était une blague. Me voler ma chambre était une blague. M'appeler inutile était une blague. On ne faisait que plaisanter, a insisté Bruno, mais sa confiance avait disparu. Allez, frérot. Ne le prends pas si au sérieux. Vous avez 59 minutes, ai-je dit en regardant ma montre. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Audréan, s'il te plaît, a supplié mon père. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel. Ne sois pas cruel. Cruel, ai-je demandé. Je suis cruel. Vous avez essayé de me voler ma maison et m'avez traité d'inutile, et c'est moi le cruel. Tu n'as pas de cœur, a dit ma mère en larmes. Ta propre famille à la rue. C'est ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit fermement, c'est récupérer ma maison, ma vie, ma dignité. Vous avez maintenant 57 minutes. Personne n'a bougé. Ils sont juste restés là à me regarder avec un mélange de choc, de peur et ce qui semblait être la lente prise de conscience que j'étais complètement sérieux. Vous ne me croyez pas, ai-je demandé. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Non, a crié mon père. Attends. 911, quelle est votre urgence, ai-je entendu la voix de l'opératrice. Oui, j'ai besoin d'agents à mon adresse, ai-je dit calmement. J'ai des intrus sur ma propriété qui refusent de partir, et j'ai besoin d'aide pour les faire sortir. Audréan, non, appelez dès ma mère. J'ai donné mon adresse à l'opératrice. Oui, il y a 3 personnes. Non, ils n'ont pas encore été violents, mais ils refusent de quitter ma propriété privée. Oui, j'attendrai. Merci. J'ai raccroché. Je les ai regardés tous les 3. Les agents sont en route. Vous avez jusqu'à leur arrivée pour décider si vous voulez partir de votre plein gré ou si vous préférez être escorté dehors. C'est votre choix. Pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans leurs yeux. Fils, s'il te plaît, a dit mon père, la voix brisée. Ne fais pas ça. Nous sommes une famille. La famille n'essaie pas de voler ta maison, ai-je dit froidement. La famille ne te traite pas d'inutile. La famille ne vit pas comme des parasites grâce à ton dur labeur. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé que j'étais jetable. Ils ont finalement commencé à bouger. Ils se sont précipités à l'étage, sortant des vêtements des tiroirs, fourrant des choses dans des valises. Je pouvais les entendre se disputer à l'étage, se blâmant mutuellement, paniquant. 15 minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes à l'extérieur. 2 voitures de patrouille se sont garées devant ma maison. Je suis sorti pour les accueillir, leur montrant l'acte de propriété de la maison, expliquant la situation. Les agents étaient professionnels et compréhensifs. Voulez-vous porter plainte, a demandé l'un d'eux. Je veux juste qu'ils partent, ai-je dit, fatigué. Les agents sont entrés. Mes parents et Bruno sont descendus avec des valises à moitié faites, leur visage un mélange d'humiliation et de rage. Monsieur, madame, jeune homme, a dit l'un des agents. Le propriétaire des lieux a demandé que vous quittiez les lieux. Vous pouvez prendre vos effets personnels maintenant et vous coordonner pour récupérer le reste à un autre moment, mais vous devez partir ce soir. Monsieur l'agent, nous sommes sa famille, a tenté d'argumenter mon père. Il ne peut pas nous mettre dehors comme ça. Légalement, il le peut, a dit l'agent fermement. Ceci est sa propriété privée. Si vous n'êtes pas propriétaire et n'avez pas de contrat de location, il a tout à fait le droit de vous demander de partir. Vous pouvez le faire volontairement maintenant ou nous pouvons vous escorter. C'est votre décision. Ils sont partis avec 3 valises remplies de rage, d'humiliation et de ressentiment. Mais ils sont partis. Avant de partir, Bruno s'est retourné. Tu vas regretter ça, a-t-il dit avec venin.
Un jour tu seras seul et tu auras besoin de la famille, et nous ne serons pas là. C'est l'idée, ai-je répondu. J'ai fermé la porte derrière eux et j'ai entendu les voitures de police s'éloigner. Le silence qui a suivi était le plus beau son que j'avais entendu depuis des mois. Les jours suivants ont été un tourbillon de changements. J'ai changé toutes les serrures. J'ai annulé les cartes de crédit supplémentaires que je leur avais données. J'ai gelé tous les virements automatiques. J'ai changé les mots de passe de tous mes comptes bancaires et de services de streaming. J'ai reçu 47 appels de ma mère dans les 3 premiers jours. 32 de mon père, 18 de Bruno. J'ai bloqué tous leurs numéros. 3 semaines plus tard, ma tante Elena m'a appelé. Audréan, que s'est-il passé? Ta mère m'a appelé en pleurant. Je lui ai raconté toute l'histoire sans rien omettre, sans l'adoucir. Tout. Mon Dieu, a-t-elle dit quand j'ai fini. Je n'avais aucune idée que c'était comme ça. Ta mère a raconté une histoire très différente. J'en suis sûr, ai-je dit. Sais-tu où ils sont, a-t-elle demandé. Non, ai-je admis. Et honnêtement, je m'en fiche. Bruno est parti, m'a informé ma tante. Dès que tu les as mis dehors, il est parti pour une autre ville. Il a laissé tes parents complètement seuls. L'ironie était parfaite. Le fils qu'il défendait, qu'il ne critiquait jamais, qui était si précieux, les a abandonnés au moment où les choses se sont compliquées. Et mes parents, ai-je demandé, sentant une pointe de curiosité malgré tout. Ils ont dû louer une chambre dans une maison en colocation, a dit ma tante. Et ils ont tous les deux trouvé un travail. Ton père est dans une quincaillerie, ta mère dans une laverie. Ils travaillent à temps plein pour payer le loyer et la nourriture. Tous les deux au travail pour la première fois depuis des années, confrontés à la réalité que l'argent n'apparaît pas par magie, que quelqu'un doit travailler pour couvrir les factures. Te sens-tu mal, a demandé ma tante. Non, ai-je dit honnêtement. Je me sens soulagé. Soulagé qu'ils subissent enfin les conséquences de leurs actes. Soulagé qu'ils ne soient plus mon problème. Aujourd'hui, 2 mois après cette nuit qui a tout changé. Je vis seul dans ma maison. Ma maison. Chaque matin, je me réveille dans ma chambre, dans mon lit, entouré de mes affaires là où je les ai laissées. Les factures sont revenues à la normale. L'électricité est de $190. L'eau est de $95. La nourriture est de $420. Mon compte en banque recommence à grossir. J'ai la paix. Le silence quand je le veux. L'ordre dans mon espace. La liberté de vivre dans ma propre maison sans me sentir comme un invité ou pire, un distributeur de billets. Est-ce que ma famille me manque? Non. L'idée d'avoir une famille me manque parfois. Mais j'ai appris quelque chose d'important. La famille dans laquelle vous naissez n'est pas toujours la famille que vous méritez. Parfois, la meilleure famille est celle que vous vous construisez. D'amis fidèles, de personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Ma maison est à nouveau mienne. Ma vie est à nouveau mienne. Et je suis enfin libre. Et cette liberté, il s'avère, n'a pas de prix. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.